Il a déclaré: si on ne maîtrise pas le virus, on pénalise l'économie. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Marius Brulart. Vous êtes professeur au département d'économie à HEC depuis 2002. Vous enseignez plus particulièrement des sujets comme les statistiques, la mondialisation commerciale et l'intégration économique européenne. Vous conseillez de nombreux décideurs publics en Suisse et à l'étranger. Vous vous intéressez particulièrement aux finances publiques. Vous avez été nommé chef de groupe expert économie au sein de la Task Force Covid-19 et c'est sur cette fonction que nous allons vous interroger. Et puis, vous m'avez raconté qu'au sein d'une faculté aussi dynamique qu'HEC, vous étiez un membre un peu particulier puisque vous occupez, depuis le jour de votre arrivée, il y a presque 20 ans, le même bureau, Internef 534, et que vous pensez détenir le record de la faculté. Et puis moi, je trouvais que c'était un excellent point de comparaison avec la tenue inchangée de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg, parce qu'il nous faut beaucoup de stabilité pour pouvoir innover. Et ce soir, nous, on a eu aussi envie d'innover avec une interview à deux voix, avec un junior et une senior. Donc, je vais laisser la parole à mon complice. Alors, merci Nadine. Je vais prendre la parole donc, et vous présenter Nadine Reichenthal. Entre accélérateur de projet, expérience entrepreneuriale dans de grandes entreprises et enseignante aux quatre coins du monde, on peut dire que Nadine est une retraitée hyperactive. En effet, après avoir créé l'accélérateur de projet de l'Université de Lausanne, devenu le Hub, elle dirige désormais l'Entrepreneurship Lab de l'Université de Genève, une collaboration entre la Geneva Schools of Economics and Management et le Science Innovation Lab de la Faculté des Sciences. Elle a également lancé Graines d'entrepreneurs en 2015, programme qui apprend aux enfants et aux adolescents les méthodes pour innover et entreprendre au quotidien. Elle est cofondatrice du Cercle suisse des administratrices et peut être retrouvée au sein de divers jurys, comme celui de la compétition de start-up de l'IMD, ou encore au sein de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et d'associations. Outre ses cours de bachelor et de master à HEC Lausanne, elle est également enseignante dans plusieurs pays africains, permettant la réalisation de projets locaux pour améliorer les communautés. Mais malgré son hyperactivité professionnelle, elle aime bien prendre le temps de se réveiller dans les plus beaux déserts de la planète, et ce, au moins une fois par an. Merci Dylan, qui lui, après un gymnase au Burier, il a trouvé que c'était une bonne idée de s'inscrire à HEC Lausanne en 2016. Il a obtenu son bachelor en management en 2019 et évidemment, si tout se passe bien, il devrait avoir son master en management cet été 2021. Donc Dylan surtout a rejoint HEC Economist, qui est l'association du journal des étudiants et des étudiantes d'HEC. Et puis, après quelques mois dans cette association, il collabore avec le journal Le Temps et avec les alumni HEC. Et c'est à cette occasion qu'il a rencontré Laetitia, avec laquelle il collabore régulièrement pour le magazine, et d'où a germé l'idée de cette conférence à trois voix. Donc, après son master, Dylan espère pouvoir aligner sa carrière et ses valeurs pour travailler dans un domaine à impact social positif, car il n'y a rien qui le motive plus que de travailler pour le plus grand nombre. Alors, lorsqu'il n'est pas penché sur son clavier, son livre ou sa plume, il aime découvrir nos beaux paysages helvétiques, se plonger dans la littérature en tout genre et cherche continuellement à accroître ses connaissances. Alors, petit point drôle, à ses 16 ans, un soir, il se sent particulièrement inspiré. Dylan ouvre Word et se lance dans la rédaction d'une série de romans. Et 6 ans après, ce projet est toujours d'actualité. Donc moi, je me demande s'il va écrire un roman sur la gestion de la crise du Covid. Voilà un petit peu pour vous présenter qui nous sommes. Et puis, pour revenir à vous, Marius, vous avez dit, donc j'ai retrouvé quelque chose, vous savez, quand on dit des choses, on les retrouve toujours. Donc, en novembre 2020, vous avez dit, si nous avions pris des mesures plus tôt, nous aurions eu un meilleur Noël. Et en français, quand on dit que quelque chose risque de ne pas arriver, on dit que ça arrivera à Pâques ou à la Trinité. Et comme nous sommes bientôt à Pâques, j'avais envie de revenir un an en arrière et de vous poser en fin de compte la toute première question. C'est quoi le périmètre, le domaine d'intervention de cette task force économie? Avant de vous répondre, j'aimerais juste vite vous remercier, Dylan et Nadine, d'avoir organisé cet échange qui me fait honneur et plaisir. Et j'aimerais aussi remercier tout le réseau Alumni HEC qui font du magnifique travail. J'étais pendant de longues années membre du décanat HEC et puis on était toujours fiers d'avoir ce réseau
En fait, ça fait l'envie un peu d'autres facultés de l'université. C'est vraiment un des piliers de notre vie facultaire. Et puis, je tiens à vous remercier, à vous féliciter de ce magnifique travail. Mais je suis là pour parler de cette fameuse task force. Donc, quel est le rôle des économistes dans cette task force? Le rôle, c'est de compléter un peu l'optique purement, disons, médicale des autres groupes. Il y a 10 groupes. Les autres groupes, il y a un groupe qui est éthique, juriste, et puis les autres sont vraiment à orientation très, très médicale, ce qui est évidemment au centre des soucis. Mais les initiateurs de la task force ont d'emblée reconnu que voilà, il faut avoir une approche un peu globale de la problématique, et puis l'économie évidemment est très très fortement touchée. Donc ils sont allés à la recherche d'économistes. L'initiative n'est pas venue de nous économistes nous-mêmes, mais c'est quelques têtes pensantes ailleurs dont je ne connais pas l'identité qui ont eu l'idée qu'il faudrait avoir un groupe d'économistes. Vous l'avez mentionné, il y a plusieurs groupes d'experts dans cette task force. Comment fonctionne l'interaction entre ces différents groupes d'experts et comment s'organise-t-elle? Oui, donc chaque groupe constitué entre, je pense, 4 et 10 membres, quelque chose comme ça, se réunit en règle générale au moins une fois par semaine. Tout cela se fait via Zoom. Entre économistes dans le groupe, on se connaissait déjà, donc ça va facilement, mais avec tous les autres, les épidémiologistes, les virologues, etc., dans la task force, maintenant, on se tutoie, on se parle comme si c'était connu depuis toujours, mais en fait, la plupart, je ne les ai jamais rencontrés physiquement. Donc, on a des réunions Zoom, il y en a 2 pour la task force tout entière chaque semaine, et puis il y en a en règle générale une par groupe, mais parfois il y a aussi des réunions informelles. Mais en règle générale, il y a 3 réunions par semaine, et chaque fois, c'est via Zoom. Donc, ce qu'on a vu avec ces interdictions d'exercer pour certains commerces, et en particulier pour la liste précise des commerces essentiels et des produits qu'on peut vendre, ça en a fait bondir plus d'un. Sur quelle base est-ce que ça a été établi? Alors, c'est peut-être aussi le moment de clarifier quelque chose. Donc, la réponse courte, c'est je ne sais pas. Parce que nous, on ne prend aucune décision. On n'est même pas associé aux décisions. On n'est pas dans la pièce ou dans la séance Zoom quand les décisions se prennent. Est-ce qu'on ferme les restaurants? Qu'est-ce qu'on fait des fitness? Voilà, tous ces détails, ce n'est pas à nous de les fixer. Et on ne nous pose même pas la question, à vrai dire, parce que ce n'est pas les économistes non plus, mais mes collègues plus médicaux, ce que eux ils font des recherches de littérature surtout parce que voilà, la pandémie elle est partout, donc il y a des recherches qui se font dans le monde entier pour trouver quels sont les derniers résultats sur comment est-ce qu'on peut maîtriser les infections, comment est-ce qu'on peut soigner les patients. Il y a aussi cet aspect. Mais voilà, quand il s'agit de décider est-ce qu'on ferme des magasins, quel genre de magasins on ferme, quel rayon on laisse ouvert, quel rayon on ferme, voilà, c'est basé sur des connaissances qu'on a. On sait maintenant comment ce virus se transmet, que c'est voilà, les gouttelettes, les aérosols. Et puis, il faut un peu de bon sens pour savoir où ça a plus de probabilité de se produire qu'ailleurs. Mais finalement, il faut toujours quelque part tirer la ligne. Voilà, est-ce que les terrasses des restaurants, ça, on laisse ouvert ou pas? Et il y aura toujours quelqu'un qui sera juste à la frontière de ce qu'on ferme ou ne ferme pas et qui sera malheureux. Mais encore une fois, ces décisions, on ne peut pas prétendre que ce soit toujours 100% scientifique parce que où on tire ce trait, ça reste quelque part une appréciation aussi un peu politique. Et de toute façon, ce n'est pas la task force qui peut aller aussi loin dans les détails pour prendre ce genre de décision. Vous en avez brièvement parlé du coup, mais du coup, parmi toutes ces réglementations, comment est-ce qu'on pourrait soutenir des bus ou des métros bondés, mais à l'opposé, avoir des terrasses de restaurants qui sont fermées? Ben voilà, ça, c'est un des exemples. Ça semble paradoxal. On aimerait surtout que les bus et les transports publics ne soient pas bondés. On aime bien que les gens prennent les transports publics à temps normal, mais ici, voilà, c'est un des endroits où on sait, surtout en hiver, où on ne peut pas laisser les fenêtres ouvertes.
que plus les gens sont à proximité, plus la durée est longue, qui sont enfermés comme ça, moins c'est bien. C'est pourquoi c'est toujours un peu un ensemble de mesures. Donc, on conseille aussi le travail à distance. Ça enlève la pression sur les transports publics. On fait aussi à contre-cœur, peut-être pas explicitement, mais c'est mieux si les gens arrivent à se déplacer en mobilité douce ou voir s'il n'y a pas d'autres alternatives en voiture. Mais voilà, les transports publics, c'est un de ces points chauds et puis c'est là aussi qu'il s'agit d'essayer d'enlever la pression. C'est aussi un argument, juste pour ajouter un petit point important, parfois les gens ne voient que ce qui est fermé immédiatement. Donc, on ferme les magasins au centre-ville, ces magasins qui ont investi, qui ont réfléchi pour trouver des solutions, pour avoir les écarts entre les clients, etc. Mais il faut parfois réfléchir plus large. Ce n'est pas qu'à l'intérieur du magasin et juste dehors le magasin, mais c'est aussi voilà, tous les transports publics après pour amener les gens là. Même chose pour les skis. Dans les domaines de ski, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis. Mais ce qu'on a parfois découvert, c'est que dans les bus qui montent vers les stations, il y a eu des foules qui ont été plus risquées. Donc, voilà, c'est ce genre d'arbitrage que les gens de l'OFSP doivent faire. Mais encore une fois, ce n'est pas la task force qui rentre dans ce niveau de détail. Donc là, on a vu que la task force, elle rentre dans un certain niveau de détail, mais maintenant, l'argent qui a été alloué par la Confédération, par les cantons, comment est-ce qu'il est distribué, sur quels critères? Et puis finalement, on se pose la question, c'est finalement, qui va payer? Oui, donc là, on a eu un avis assez clair, les économistes membres de la task force depuis le début, c'est que cette pandémie, on est des économistes tous de conviction, disons, voilà, mainstream économistes, libéraux, on est très favorable aux forces du marché, on n'est pas socialiste extrême, mais on a tous reconnu qu'une pandémie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose. Pourquoi on n'arrive pas à s'assurer? Un commerçant il n'y avait pas vraiment des produits, voilà, assurance contre la pandémie. Parfois, j'aime bien faire la comparaison. Il y avait eu un tsunami sur le Léman au 8e siècle, si j'ai bien ça en tête. S'il y avait de nouveau un tsunami aujourd'hui, voilà, tous les propriétaires, toutes les entreprises au bord du lac qui ont été impactées, est-ce qu'on leur dit tant pis, c'est votre responsabilité, c'est votre risque entrepreneurial, ou est-ce que ce n'est pas justement pour ça qu'on a un État comme assureur en dernière instance, et puis on était tous d'avis que sur un point de vue de logique politique, mais aussi d'intérêt général, ce serait à l'État de vraiment compenser assez généreusement les pertes subies par les entreprises et les travailleurs aussi, à cause de cette pandémie, voilà, qui s'est produite, la dernière fois c'était il y a un siècle, et puis on espère que la prochaine fois, ce sera une fois que ça ne nous concernera plus. Donc voilà, qui devrait payer? Il y a un certain consensus parmi les économistes que c'est vraiment en large mesure l'État qui est notre assureur en dernière instance et qui répartit ce fardeau, cette charge sur les épaules de nous tous, parce que finalement, c'est les épaules des contribuables. Vous l'avez dit vous-même, et du coup, on semble être d'accord. On a tendance à dire que qui commande paye. Donc, si l'État oblige la fermeture, malgré les précautions qui peuvent être prises par les commerçants, il doit donc indemniser. Pourquoi n'est-ce pas systématiquement le cas, surtout pour les indépendants, par exemple? Alors, il y a quand même un filet qui était fait, un filet de sauvetage financier pour les indépendants aussi. Donc, il y a les allocations pour perte de gain qui ont été, les conditions, les critères d'accession ont été élargis, assouplis. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour élargir ces compensations. Il a fallu du temps, il a fallu un peu de conviction. Donc, voilà, c'était souvent un peu plus lent que ce qu'on aurait souhaité. Mais ça finit par se mettre en place. Maintenant, est-ce que tout et chacun reçoit la compensation qu'idéalement on penserait qu'il devrait recevoir? Non, probablement pas. Chaque filet a ses maillons faibles. Mais je pense
en règle générale, grosso modo, le dispositif en place maintenant, il est pas mal, surtout pour ce qui est voilà, des compensations pour perte de salaire. Là où ça peine plus, c'est ces cas de rigueur, donc pour les coûts non salariaux, où des nouveaux systèmes doivent être mis en place et ça prend du temps. Mais globalement, maintenant, les compensations, quand même, ça coule et c'est assez généreux. Donc, ce qu'on a vu au niveau des cantons ou de certaines villes, il y a eu des volontés de faire des investissements à fonds perdus ou des prêts Covid aux entreprises. Est-ce que vous avez eu un critère là-dessus? On a vu que Renan a décidé de faire des investissements à fonds perdus pour ses entreprises. Il y a un critère, comment est-ce qu'on décide? Vous en avez parlé dans la task force. Oui, donc, il y a eu un développement. Je me souviens, il y a un an, on était quelques économistes à parler déjà, voilà, cette pandémie, elle risque de frapper fort, elle risque de durer un moment. À l'époque, on pensait que ça allait durer plus, que ça probablement finira par durer parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il y aurait un vaccin si rapidement disponible que c'est heureusement le cas. Mais à l'époque, voilà, ceux d'entre nous qui ont déjà parlé de à fond perdu, de compensation, on était regardés un peu de travers parce que voilà, l'idée encore dominante dans la tête de beaucoup d'économistes, c'était ça fait partie du risque des entrepreneurs et des travailleurs, c'est l'économie de marché. Parfois, il y a un choc négatif, et puis voilà, il faut qu'on assume. Je caricature un peu, bien sûr, mais il y avait quand même pas mal de voix de ce genre. Et au fur et à mesure, il y a eu un apprentissage qui s'est mis en place. Les gens ont compris, oui, bon, alors ça va être trop grave si on soutient pas les personnes et les entreprises. Après, ce que vous dites, voilà, il y a une grosse diversité des solutions parce que finalement, tout ce qui n'est pas RPT, allocation de perte de gain, qui sont réglés au niveau fédéral, donc c'est un peu la même chose partout dans le pays, mais tout ce qui est cas de rigueur, les coûts non salariaux, c'est au niveau cantonal. Et voir les communes, même comme vous mentionnez, parfois il y a des communes qui ont des programmes à eux. Donc là, il y a beaucoup de modèles différents. À la task force, nous, on a toujours prêché, ou on a proposé, je devrais dire, qui serait le plus efficace serait de travailler avec des prêts. Donner des prêts aux entreprises rapidement, mais des prêts qui sont a priori remboursables. Mais une fois que la crise sera derrière nous, on fera le décompte. Et en émettant le prêt, il y a déjà implicitement une promesse qu'une partie de ces prêts sera pardonnée. Ça ne sera pas remboursable à part entière, mais la part remboursable sera décidée après la crise parce qu'en pleine bataille, on ne sait pas quels seront vraiment les dégâts causés par la pandémie. Il y a certains cantons qui ont adopté ce système, mais la plupart sont vraiment entrés dans une logique, on compense à fond perdu, ce qui a l'avantage évidemment d'être attractif pour les entreprises qui touchent ces sommes, mais ce qui a le grand désavantage de nécessiter des contrôles très pointus et très gourmands en temps avant de distribuer l'argent, ce qui retarde évidemment le flux des fonds et ce qui pose pas mal de problèmes pour pas mal de PME. On a vu aussi le retour de plus d'implication de l'État donc dans l'économie privée durant cette crise. Quelles peuvent en être les conséquences au final? Oui, ça c'est aussi un débat intéressant. Est-ce que finalement ça laissera des conséquences de moyen à long terme? Est-ce que maintenant c'est le grand moment, voilà, de la gauche pour élargir le rôle de l'État dans la société? Mon opinion, mais ça n'engage que moi, c'est que probablement ça ne sera pas le cas. Je pense vraiment que c'est une période exceptionnelle, c'est un événement exceptionnel. Personne d'entre nous l'a vécu avant dans sa vie. Peut-être espérons que personne d'entre nous le vivra encore une fois dans notre vie future. Donc, l'idée que maintenant, il y aura un changement fondamental des attitudes des personnes envers l'État et le marché, j'y crois pas trop. Je pense plutôt au contraire, les gens seront tellement contents de retourner à leur vie normale une fois que ça sera possible que ça sera vite oublié. Il y a même des historiens qui parlent de la grippe espagnole il y a 100 ans.
où 2-3 ans après, plus personne n'en parlait. On avait juste envie d'oublier, de passer à autre chose et de reprendre la vie normale. Et même au niveau politique, ça n'avait pas vraiment de séquelles. Donc, on a parlé au niveau de la task force économique des entreprises, mais maintenant, pour les indépendants, pour les personnes qui travaillent, certains n'arrivent plus à payer leurs propres charges personnelles. Ils vont se retrouver soit dans des faillites personnelles. Quelle est la place dans la task force des personnes privées dans les réflexions? Alors, la task force, c'est une task force scientifique. Hein, donc, on est tous des professeurs, des académiques. Il y a plein d'autres organisations qui se font très bien entendre à Berne, qui représentent voilà, les milieux économiques, les milieux ouvriers, etc. Donc, mais nous, on est des scientifiques, ce qui devrait impliquer qu'on pense à l'ensemble de la société. Donc, c'est un peu notre mission de ne pas représenter juste une couche ou une autre couche, donc d'essayer d'avoir la vue d'ensemble. Est-ce qu'on réussit? Ça, c'est une autre question, mais au moins, on essaye. Donc, nous, on était voilà, parmi les voix les plus fortes peut-être, et aussi, on s'est manifesté très tôt pour dire qu'il faut soutenir surtout les petites et moyennes entreprises, mais même certaines grandes, qui d'aucune faute d'eux-mêmes, sont frappées par cette crise et qui sont quelque part les héros de la crise. Les bistrots, les boîtes de nuit, les restaurants, les théâtres qui sont fermés maintenant, il y a des gens qui les voient un peu comme des coupables, comme si voilà, c'est eux qui contribuent à ce virus qui se répand, mais c'est tout à fait le contraire. C'est eux les héros parce qu'ils font un énorme sacrifice en fermant leurs entreprises ou en réduisant dramatiquement leur chiffre d'affaires pour éviter qu'il y ait plus d'infections. Donc, en fait, voilà, ce sont des héros de la pandémie et ils ont tout à fait droit qu'on les indemnise et qu'on s'occupe de eux. Maintenant, voilà, qui en est qui… il ne faut pas aller trop loin dans cette logique non plus. Évidemment, il y a tout le temps des faillites, il y a tout le temps des entreprises qui disparaissent. Ça, c'est la nature du capitalisme, de l'économie du marché. Donc, de vouloir éviter toute et chaque faillite durant cette pandémie, ça serait faux aussi, parce que jusque maintenant, on a vu qu'il y a eu moins de faillites durant 2020 que durant des années normales. Donc, il faut pas aussi faire attention à ne pas complètement geler l'économie. Il faut laisser une certaine dynamique dans le tissu économique malgré tout cela. Durant cette crise, on a eu pas mal de critiques dans la presse vis-à-vis du système politique suisse. Du coup, ma question serait, comment est-ce qu'on peut vivre le fédéralisme quand on fait partie de la task force? Est-ce qu'au final, on pourrait presque dire que le système fédéraliste, il n'est fait que pour naviguer par beau temps? Oui, parfois, j'ai aussi cette impression. Le fédéralisme, je suis un grand adepte du fédéralisme suisse. Je pense que ça nous sert extrêmement bien, ce système, mais il n'est pas vraiment fait pour des situations exceptionnelles comme voilà, une pandémie où il faut agir vite, il faut agir large, il faut sortir un peu des budgets, des schémas habituels. Et là, c'est le niveau fédéral qui a plus de force de frappe. Et de plus, la pandémie, elle sévit plus ou moins avec la même intensité partout. Tout au début, il y avait des cantons qui étaient plus atteints que d'autres. Mais maintenant, voilà, le virus, il est partout. Tout le monde souffre de la même façon. Donc, il y a des très fortes raisons de centraliser beaucoup de pouvoir au niveau fédéral. Mais là aussi, c'est une situation exceptionnelle et une fois qu'elle sera derrière nous, il faut tout de suite retourner au fédéralisme tel qu'on le connaît et qu'on a l'habitude de le pratiquer. Donc, on voit un peu sur la communication sur la politique du vaccin entre ce qui est souhaité, souhaitable. On a un peu un manque d'adéquation. Vous en pensez quoi? Pardon, je n'ai pas vraiment compris la question. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une communication sur la politique du vaccin. On nous dit qu'il faut se vacciner le plus vite possible, que c'est important. Mais maintenant, si on veut se vacciner, moi, je suis sur une liste d'attente. La probabilité que je sois vaccinée avant 6 mois est assez faible. Donc, il y a une espèce de discordance entre ce qui est souhaité, parce que souhaitable, souhaité, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre?
Voilà, donc le vaccin maintenant, c'est la baguette magique quelque part. On espère, au moins pour l'instant, ça a l'air de fonctionner très bien. Il y a toujours l'incertitude qu'il y aura encore des mutations, etc. Mais pour l'instant, ça semble aller beaucoup mieux qu'on avait espéré, qu'on avait osé espérer. Donc, la solution pour tous nous rendre notre vie qu'on a envie de vivre, c'est de vacciner aussi vite que possible. On a fait quelques calculs dans la task force. Ordre de grandeur par jour gagné jusqu'à la fin de la campagne de vaccination. On gagne 25 millions de PIB et quelques 25 millions plus en valeur de santé gagnée. C'est surtout des morts qu'on évite en vaccinant plus rapidement. Donc, c'est vraiment la solution miracle qui se présente, mais malheureusement, on ne peut pas produire tout de suite pour demain tous les vaccins et puis mettre en place les infrastructures. Mais c'est ça le levier maintenant où il faut agir. Et puis aujourd'hui, il y a eu un grand échange entre le Conseil fédéral et les directeurs de la santé des cantons. J'ai eu le privilège de participer aussi. Et puis, j'ai senti une énorme volonté d'aller aussi vite que possible avec cette campagne de vaccination, évidemment basée sur le volontariat. Donc, on va faire forcer personne à se faire vacciner, mais franchement, à titre personnel, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne voudrait pas se faire vacciner. Il y a 300 millions de personnes de vaccinées déjà dans le monde et puis quasiment pas de nouvelles que ça aurait fait du mal à quelqu'un. Tout au contraire, ça a déjà sauvé des milliers de vies. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter ma génération lors de cette conférence. Du coup, j'aimerais vous poser la question. Certains de mes camarades aux études ont dû retourner chez leurs parents. Certains ont perdu leur petit boulot qui leur permettait de payer leurs études. Et on a même entendu des histoires d'étudiants de la HESSO qui se retrouvent à devoir même demander à manger à leur école. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir au final, ces étudiants? J'espère bien, mais c'est un point très important parce que voilà, ma génération qui est déjà un peu posée, on a notre réseau social, on a notre environnement professionnel. Parfois, on oublie que ça doit être vraiment, vraiment pénible pour voilà, les jeunes qui ont 18 ans, qui ont 22 ans, qui ont 27 ans. C'est les autres héros de la pandémie. Parce que, premièrement, le sacrifice, il est plus sévère pour votre génération que pour la nôtre. Et deuxièmement, le risque, en fait, d'une infection pour vous, il est bien inférieur que pour les générations plus aînées. Donc, vous êtes quelque part doublement pénalisé. Donc, je pense qu'il faut vraiment une reconnaissance. Je sais que, par exemple, l'université fait beaucoup d'efforts pour assurer un enseignement vraiment aussi bien que possible dans ces circonstances difficiles. On essaie de faire beaucoup de choses, mais voilà, on ne peut pas éviter de demander des grands sacrifices de la jeunesse. L'avantage de la jeunesse, c'est qu'on est flexible. J'espère beaucoup que vous pourrez tous rattraper, faire les voyages, faire les fêtes dès que vous serez vacciné. Le vaccin, voilà, s'avérera résilient. Mais oui, je ne peux pas dire beaucoup d'autres que, voilà, tous les gens à qui je parle, on reconnaît vraiment que c'est pour les jeunes que c'est le plus difficile. Donc, on a parlé de l'état d'esprit des jeunes, mais en même temps, il y a aussi autre chose. Donc, il y a un manque crucial de pratique pour certaines professions. Tout ce qui est pour les cuisiniers, les étudiants en hôtellerie, les aides-soignants qui ne peuvent pas pratiquer la partie pratique de leur éducation. Comment est-ce qu'on va régler ces problèmes? Quelles vont être les conséquences pour ces étudiants? Et en fin de compte, on se pose beaucoup de questions sur l'éducation duale. Donc là, on sort un peu de l'université, mais c'est vrai qu'au niveau de HESSO, c'est quelque chose qui se pose de manière très importante. Oui, pour beaucoup d'apprentis, etc., c'est compliqué. Ceci dit, quand même, une chose qui est étonnante, en tout cas pour moi, c'est que le marché du travail en Suisse, il se porte relativement bien. Le chômage, il a augmenté un peu, mais pas de beaucoup comparé à d'autres pays où il a juste explosé. Et à ma connaissance, voilà, le marché des apprentissages, il y a des places d'apprentissage. Évidemment, dans la santé, il y en a plus. Dans la gastronomie, il n'y en a pas vraiment pour l'instant.
Mais voilà, sans doute, il y a des domaines où c'est très compliqué. C'est une chose pour les propriétaires qui ne peuvent pas faire tourner leur entreprise. C'est au moins aussi grave pour les jeunes qui voudraient faire des apprentissages ou des stages dans ces entreprises qui en sont aussi privées. Voilà, là aussi, il faut trouver il y a beaucoup de solutions très pratiques que les gens trouvent, surtout dans les branches qui ne sont pas directement atteintes, comme la gastronomie ou les hôtels, mais il reste qu'il y a des domaines où vraiment des sacrifices sont nécessaires, et puis il est important que ça soit reconnu financièrement et aussi par la société. Toujours sur la même lignée, on l'a dit, les étudiants sont à domicile. Vous avez parlé aussi du réseau. Il y a moins d'opportunités de réseautage qui est indispensable de nos jours. Ces opportunités sont moins présentes. Il y a aussi un manque de contact social au final qui est nécessaire au développement, autant personnel que professionnel. Pour ces étudiants du coup qui se retrouvent avec un réseau moins fleuri, disons, qui se retrouvent à chercher un stage ou même un premier emploi, qui n'en trouvent pas à cause d'un marché du travail qui, contrairement à ce que les chiffres peuvent faire penser, peut être parfois, ou dans le cas, donner l'impression d'être un peu comprimé. Quelles sont les stratégies au final? Que faire face à ce manque d'opportunités dû à la crise? Alors, ça dépasse un peu mes compétences particulières, hein, mais on a des conseillers et des conseillères aux études à l'université, à HEC tout particulièrement, qui connaissent mieux ce milieu que moi. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le marché du travail, il n'est pas aussi mauvais qu'on aurait pu le craindre, mais il est probablement moins bon qu'il l'était avant la crise. Pour les jeunes qui peinent à entrer dans le marché du travail, il y a toujours évidemment l'option de continuer les études, de peut-être ajouter un module supplémentaire, même si ça aurait été le choix s'il y en avait eu des options. Mais voilà, ça dépasse un peu mes compétences spécifiques. Alors moi, je vais vous poser une question. Donc ça, c'est un objet que j'utilise très souvent. Si on avait eu une baguette magique, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû enfermer ce virus là où il avait débuté en Chine, mais voilà, peut-être un peu moins facile. Donc, en Suisse, on a fait beaucoup de choses très bien, hein. On a, surtout avec les mesures économiques, les réductions d'horaires de travail et tous ces paiements de compensation économique, ça a très bien fonctionné. Aussi, le fait qu'on n'a jamais été confiné comme nos voisins dans les pays environnants, on a toujours eu le droit de sortir, de se promener. On est nombreux à même garder un assez bon souvenir de mars passé, que c'était encore un peu excitant à nouveau. Maintenant, on a tous marre, évidemment, mais donc il y a beaucoup de choses qui ont bien marché. Là où je pense, je suis loin d'être seul à le dire, on a un peu loupé le virage, c'était en été passé. Il y avait trop de gens qui avaient pensé que la pandémie, elle était derrière nous. Ils avaient trop envie de passer à autre chose. Et malgré les avertissements des experts, des épidémiologistes, on n'a pas vraiment on s'est pas vraiment bien préparé à la deuxième vague. Et puis la deuxième vague nous a vraiment frappé très fort en Suisse. Quelques 7 à 8 000 morts qui, si on avait agi 2-3 semaines plus tôt, auraient été beaucoup moins nombreux. Donc, si on pouvait remonter dans le temps, c'est sans doute en août-septembre de l'année passée qu'on aurait dû se manifester. Et même en tant que task force, on a averti, mais peut-être on aurait dû le faire de façon encore plus forte et intense. Parce que c'est là qu'on a pris un mauvais virage. Après cela, je pense maintenant on a compris, on sait gérer la pandémie, voilà, qu'il y a une crise, il y a beaucoup de tristesse et de sacrifices,
encore, mais globalement, la politique, maintenant, je pense, on a trouvé un consensus en Suisse où ça marche assez bien. Et puis, je suis assez optimiste que, voilà, on voit quand même la lumière au bout du tunnel. Les mesures économiques sont en place. Le dispositif pour les vaccins, ça va aller plus lentement qu'on le souhaite, mais ça va venir. Donc, je pense qu'on peut être optimiste pour l'avenir 2021. Comme Nadine l'a dit au début, tout ce qu'on dit est souvent retrouvé. Et durant l'interview pour le magazine de l'Association des alumni HEC en septembre 2020, vous aviez dit que c'est naturel d'avoir une approche critique par rapport à la gestion de la crise, mais qu'avec du recul, le système suisse reste impressionnant. Est-ce que vous tenez le même discours aujourd'hui? Oui, bah, nul système est parfait. Et parfois, en Suisse, on a une certaine arrogance où on pense on fait tout mieux que les autres. On a fait, et on, c'est pas nous particulièrement, mais notre système globalement était quand même défaillant, surtout au début de cette deuxième vague où voilà, la Confédération et les cantons se sont un peu regardés, se sont un peu passé la patate chaude. Personne voulait prendre des décisions qui étaient difficiles à court terme à prendre, mais nécessaires et qui auraient évité beaucoup de malheurs. Mais voilà, la Suisse, elle n'est pas faite pour des grosses crises quand il faut agir vite et avec détermination. Là, c'est mieux d'avoir voilà, un dictateur qui décide en espérant qu'il prend la bonne décision. Mais moi, je préfère avoir un système démocratique avec une démocratie directe et un fédéralisme qui marche très bien 99 ans sur 100. Et puis, l'une année où il y a vraiment la pandémie du siècle, ça aurait été peut-être mieux d'avoir un système plus centralisé. Je pense que c'est un arbitrage que je suis prêt à accepter. Donc, globalement, le système suisse a fait ses preuves. Maintenant, on peut rentrer dans les détails de la loi sur les épidémies, l'attribution des compétences. À mon avis, on aurait dû encore un peu plus garder l'état exceptionnel où c'est vraiment le Conseil fédéral qui tient les rênes. Mais ça, c'est des détails. Voilà, je maintiens mon avis que globalement en Suisse, on s'est assez bien sorti, notamment du point de vue économique. Donc, on a perdu quelques 3% de PIB sur l'exercice 2020, ce qui est dramatique en comparaison avec le reste du siècle, mais quand même beaucoup moins que la plupart d'autres pays industrialisés. Alors, pour les questions que nous, on avait préparées pour vous, nous, on a fini. Maintenant, on va ouvrir les questions qui arrivent via le modérateur. Donc là, comme moi, je ne vois pas les questions au modérateur, est-ce que le modérateur peut poser les questions qu'il a reçues dans le chat? Mais oui, le modérateur peut volontiers poser les questions. Ah, puis je vais me mettre en... Voilà, comme ça on me voit. Hop. Non, t'as appuyé pas trop. Voilà. On y arrive, on y arrive. Voilà, c'est bon. Bien, bonsoir. Et puis, tu me zoomes, s'il te plaît. Toi, tu parles, je m'occupe du... Voilà, merci beaucoup pour ces échanges très, très intéressants. Et d'ailleurs, les remerciements viennent aussi à travers le chat. Déjà, premier élément que j'aimerais partager avec vous pour cette conférence très intéressante. Alors oui, on a quelques questions, notamment deux questions que je vais regrouper en une par rapport au fait que comment est-ce qu'on anticipe les effets de cette crise sur certains éléments par rapport à l'emploi, en s'imaginant que peut-être un certain nombre de personnes auront pris une retraite anticipée plutôt que de devoir faire face aux difficultés du marché en ce moment. Et c'est un petit peu similaire au niveau des jeunes. Alors là, c'est en début de carrière. Peut-être qu'un certain nombre de jeunes qui sont astreints au service militaire auront opté pour le service long en se disant, ben voilà, moi je vais faire mon année en attendant de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des éléments déjà qui mesurent un petit peu ces dimensions-là? Wow, c'est des questions très précises. À vrai dire, je n'ai pas ni des statistiques sur les retraites anticipées, ni sur les jeunes qui prolongent leur service militaire, mais les deux me semblent des stratégies assez intelligentes pour certaines personnes qui pourraient, voilà, qui pourraient ainsi s'accommoder avec cette crise qui est quand même, on peut l'anticiper, pas éternelle.
donc voilà, les gens trouvent des solutions. Peut-être pour répondre dans un sens beaucoup plus large, c'est une chose qui m'a étonné, c'est quand même aussi le dynamisme et la flexibilité de notre tissu économique et notre société, parce qu'il y a quand même eu énormément d'apprentissage pour tout le monde, comment s'organiser dans cette nouvelle vie. Je vois ça, les commerces qui trouvent des solutions pour quand même fonctionner, les individus qui s'arrangent pour avoir une vie plus ou moins normale malgré toutes les contraintes, avoir une vie sportive, même si voilà, les clubs de foot ne peuvent pas avoir des entraînements. Donc, il y a une résilience et une flexibilité qui m'impressionne et qui font que, voilà, je ne pense pas que la Suisse, la société suisse dans son ensemble, elle souffre. Il y a beaucoup de souffrances individuelles, économiques et médicales, mais dans l'ensemble, ce que je vois, c'est une société qui quand même est assez bien soudée. On voit ça dans les sondages d'ailleurs. Il y a une minorité très, très bruyante qui se plaint contre toutes ces restrictions, mais il y a une grande majorité plutôt silencieuse qui en fait soutient, qui comprend la nécessité de ces restrictions et qui accepte ça et qui arrive à s'accommoder avec cette situation. Merci pour votre réponse. J'ai une autre question alors qui est plus spécifique sur le fonctionnement de votre task force. Il y a d'ailleurs, c'est une petite question à tiroir, mais quel est selon vous donc le poids du groupe économie dans les discussions avec les autres groupes et dans la prise de décision qui est faite ensuite par le Conseil fédéral ou les instances plus haut placées? Oui, bon, c'est très subjectif, mais je pense que je ne révèle pas de secret que je ne devrais pas révéler en disant que j'étais étonné à quel point on avait du poids. Au début, quand on nous avait invités à contribuer à ce groupe, je trouvais ça intéressant, c'est pourquoi j'étais d'accord de participer, mais j'anticipais plutôt qu'on serait un peu un groupe à part parce que les grandes questions, c'était quand même des questions de nature médicale sur lesquelles nous, on n'avait pas de compétences. Et au fur et à mesure qu'on a continué à travailler, je me suis rendu compte qu'on était presque toujours central à tout ce que sortait de la task force parce que les virologues, les épidémiologistes nous regardaient toujours, nous disaient, mais dites-nous ce que ça représente pour l'économie. Et il y avait cette question, est-ce qu'il y a un arbitrage entre santé et économie, une longue discussion où voilà, il y a parfois des périodes où la pandémie, elle décolle tellement fort qu'il faut fermer, il n'y a pas de choix entre économie ou santé. Si on laisse se déployer la pandémie, l'économie va souffrir encore pire. Donc, il n'y avait pas vraiment cet arbitrage. Et là, en tant qu'économiste, on était appelé pour expliquer cela parce que voilà, il y avait des personnes dans l'administration fédérale qui voyaient leur budget, qui voyaient leur domaine et qui peut-être avaient de la peine à voir plus large. Après, dans des périodes un peu moins chaudes, où ce n'est pas vraiment la période explosive de la pandémie, il y a aussi toujours ces arbitrages. Jusqu'où est-ce que voilà, la douleur qu'on inflige à l'économie est pire que la douleur qu'on évite point de vue médical. Donc, cet arbitrage, on est toujours appelé à contribuer là. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Mais je pense on a contribué des estimations et des calculs qui ont pesé assez lourd dans les recommandations qu'a fait la task force. Et alors, suite à cette question, dans l'organisation de la task force avec les différentes compétences qui étaient rassemblées, comment est-ce que vous avez fait pour prendre les décisions et puis travailler ensemble avec tous ces backgrounds différents? Oui, alors encore une fois, on ne prend pas vraiment de décisions, on n'est pas un organe décisionnel, on émet des analyses, souvent juste
observationnelle. On calcule ces valeurs R de reproduction, on documente ce que dit la littérature internationale sur comment on peut combattre la pandémie. On calcule en tant qu'économiste quelles sont les implications pour le PIB. On essaie de faire quelques pronostics sur l'économie. Mais voilà, donc ce n'est pas vraiment une question de prendre des décisions, mais quand même parfois on prend des positions. Évidemment, les conseils, parfois il y a des questions, par exemple, sur la stratégie de vacciner. C'est très intéressant. Il y a des gens qui trouvent que, en fait, une dose de vaccin, ça donne déjà une excellente protection. Et la deuxième dose, ça améliore encore la protection, bien évidemment, mais l'apport marginal, et là, ça nous parle en tant qu'économiste, l'apport marginal de la deuxième dose, il est bien inférieur à l'apport marginal de la première dose. Donc, il y a une question intéressante d'optimisation qui nous est aussi familière en économiste. Est-ce que d'abord, on distribue toutes ces premières doses et on laisse attendre les gens parce que la deuxième, elle apporte moins que la première? Ou bien est-ce qu'on se tient au protocole médical habituel qui est non, il faut 2 doses, il faut 4 semaines entre les deux, on ne dévie pas? Donc là, il y a une discussion intéressante entre les gens avec un background médical, les économistes, et puis en plus, il y a les gens plus, disons, communication, comportement, parce qu'il y a aussi l'élément de la clarté du message. Même si maintenant on trouvait que, en fait, dans une logique d'optimisation économique sobre, il serait peut-être plus efficace de rapidement donner un premier vaccin à tout le monde et puis après 4 mois donner une deuxième dose à ces gens, ça risquerait de semer la confusion dans la tête des gens et d'augmenter le scepticisme parce qu'on dit, on nous dit un jour on dit ceci, l'autre jour, le lendemain on dit cela. Donc, il y a cette troisième dimension qui est la communication et la crédibilité et la cohérence dans le message. Et voilà, par exemple, ce genre de questions, il y a une discussion qui est encore en cours, qui est passionnante, mais voilà, on se parle avec du respect l'un pour l'expertise de l'autre et puis on finit toujours à se mettre d'accord. Et voilà, quand il y a eu quelques instances où il y a eu des personnes qui n'ont pas été entièrement d'accord, qui ont peut-être quitté la task force, mais c'était vraiment très, très minoritaire. Et comment vous avez réussi à travailler et créer cette ambiance professionnelle en menant finalement des séances, si j'ai bien compris, uniquement à distance par Zoom ou autre système? Oh là, il faudrait… je ne sais pas si les séances par Zoom mènent à plus de consensus. C'est peut-être plus difficile de s'agresser via Zoom que si on est assis autour de la même table. Mais finalement, c'est aussi un esprit… Les personnes, les têtes de la task force sont aussi des gens qui ont une approche très intégratrice, très respectueuse. Tout le monde sait que les autres, ils savent de quoi ils parlent et puis il y a un respect automatique qui se met en place. Donc, ce climat de collégialité qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des différences d'opinion, mais la façon dont on en parle se veut constructive et dans le respect. Voilà, c'est un mélange de choses. Peut-être Zoom y est pour quelque chose aussi. Est-ce que le Conseil fédéral a un objectif de nombre de cas par jour à partir duquel il va considérer qu'on est dans une situation de succès satisfaisante? Donc, encore une fois, nous, ce n'est pas le Conseil fédéral. Les décisions qu'ils prennent, c'est eux qui les prennent. Et on n'a jamais proposé de but fixe. On avait en novembre, la task force avait proposé de viser un facteur de reproduction de 0,8. C'était vite abandonné parce que voilà, on n'arrivait pas. Mais maintenant, est-ce que le Conseil fédéral, il a comme un objectif fixe? Ce qu'il a communiqué ces derniers jours, c'est
qu'une fois que tout le monde, tous les adultes qui auront voulu se faire vacciner auront pu le faire, c'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas vaccinés, c'est de leur propre gré, alors là, ils veulent lever la plupart des restrictions, plutôt retourner à la normalité. C'est un peu ça l'objectif qu'ils ont communiqué maintenant. Très bien, je vais peut-être permettre encore 2 questions avant de redonner la parole à Nadine et Dylan pour conclure. Est-ce qu'on va pouvoir et comment est-ce qu'on pourrait estimer l'impact économique qu'aurait eu la pandémie si on n'avait pas pris certaines mesures? Alors, si la question est si on n'avait pas pris certaines mesures, oui, si on n'avait pas pris de mesures, ou si on n'avait fait rien du tout. Voilà, peut-être ça sera plus simple. Oui, non, c'est plus difficile de réfléchir à qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait eu rien du tout. Donc, faire quelque chose, c'est-à-dire c'est une coordination de l'État. L'État qui dit on ferme les bars, on ferme les restaurants, on ferme ceci, cela, pour que les gens n'aient pas trop de contact. Alors, si l'État avait laissé faire les choses, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu ce contrôle central. Il y aurait quand même eu beaucoup moins de contacts parce que beaucoup de gens se seraient dit mais une pandémie, je ne vais pas sortir. Mais il y aurait quand même eu des gens qui seraient sortis. Donc, la pandémie, elle aurait sévi beaucoup plus grave. Et tous les modèles, tous les calculs que j'ai vus, c'est que s'il n'y avait pas eu ces interventions, on serait rentré dans une logique où les stations des soins intensifs auraient été débordées, des scénarios qu'on nomme désormais de Bergamo, où voilà, les gens meurent dans les hôpitaux sans qu'on peut en prendre soin comme on voudrait. Donc, ça aurait été la catastrophe. Et après, imaginez, OK, supposons il y a la catastrophe, il y a les gens qui étouffent sans qu'on puisse s'en occuper d'eux. Est-ce qu'on peut même imaginer un scénario où après cela, la politique continue à ne rien faire? C'est un peu ça la question. Et puis, voilà, je pense que ça ne rentre pas dans ce qui est concevable. On n'a jamais fait des modèles où la politique voilà, ne faisait rien du tout pendant 1 an et puis il y aurait 100 000 morts parce que c'est juste pas dans ce qui est concevable. Donc, quelque part, la politique va toujours devoir réagir. La question, c'est est-ce qu'elle anticipe ou est-ce qu'elle réagit? Et tous les scénarios et toute l'expérience montrent qu'anticiper, c'est plus efficace, et du côté économique et du côté de la pandémie. Mais anticiper, c'est aussi plus difficile à faire comprendre et à expliquer parce que si vous fermez déjà des choses quand les infections sont encore en nombre relativement modeste, c'est très difficile à faire passer à la population. Donc, voilà. Très bien. Encore une autre question par rapport aux travaux de la Task Force économique suisse. Est-ce que ceci a été partagé avec des institutions ou des groupes similaires au niveau international? Oui, la réponse est oui. Excusez-moi, la femme de ménage. C'est bien organisé à HEC. Oui, il y a régulièrement, il y a chaque semaine, il y a comme un groupe de task force européenne qui se parle. C'est pas moi qui est le représentant. Il y a un collègue de Zurich qui nous représente là et qui nous fait toujours un rapport. Et on a eu des échanges, par exemple, avec les Chief Scientific Advisors en Angleterre, aussi avec des collègues en France. Donc oui, il y a des échanges réguliers où on essaye de se faire part de ce qu'on a appris dans le contexte de son pays. Très bien, merci. Et puis peut-être une dernière question, parce qu'on ne va pas pouvoir prendre tout ce qui arrive encore, mais par rapport à l'organisation des aides, on voit que dans les domaines de promotion économique, on est capable d'avoir un guichet unique qui est mis en place pour accueillir les investisseurs. Et ce qu'on entend, c'est que les entrepreneurs qui cherchent de l'aide, c'est un peu kafkaïen d'aller d'un bureau à l'autre ou d'un service de l'État à l'autre. Et on n'a pas eu peut-être ce réflexe de simplifier les procédures.
C'est resté très lourd. Est-ce que c'est des éléments qui sont discutés, puisque c'est très cantonal aussi, par la task force? Oui, on a longuement discuté. Voilà, la task force, les économistes de la task force, ce qu'on a toujours nous préconisé, c'est il serait plus efficace de travailler avec des prêts, parce que les prêts, on peut les débourser rapidement, parce qu'a priori, ce n'est pas encore de l'argent de l'État qui est dépensé, il est encore remboursable a priori. Et puis, après la crise, on aura tout le temps pour faire les décomptes exacts, pour regarder de près la situation des entreprises, à quel point elles ont été atteintes par la pandémie. Et on pourrait, en fonction de cela, négocier des allègements de ces prêts ex post. À vrai dire, je suis un peu étonné pourquoi ce modèle il a été suivi dans certains cantons, mais la plupart pas. Pourquoi ils n'ont pas adopté cette approche? Parce que voilà, avec l'approche choisie, on donne de l'argent à fonds perdu aux entreprises. Il est inévitable que ça doit prendre du temps, parce qu'il faut très bien vérifier plein de détails avant de donner de l'argent du contribuable à fonds perdu à une entreprise. Donc, c'est dans la nature du système que ça va prendre du temps et que ça va être lourd administrativement. Merci. Et Nadine, Dylan, je pense que le temps passe et il serait juste que je vous redonne la parole puisqu'on va arriver pas trop loin de la conclusion. Nadine, qui commence? Voilà, mot de la fin. La chose peut-être qu'on pourrait dire déjà, c'est vous remercier à toutes et à tous d'avoir assisté à cette conférence. C'est une conférence enrichissante et merci particulièrement au professeur Brulard d'avoir accepté de participer à cette conférence. Peut-être une dernière petite question de la fin sur une note un peu plus joyeuse. Est-ce qu'on pourrait dire que d'acheter du chocolat suisse, c'est bon non seulement pour l'économie, mais pour le moral? Toujours, pas seulement en pandémie. Voilà, c'était un petit peu là où on avait envie de s'amuser avec les lapins de Pâques, pour en profiter sur le chocolat et puis de commencer effectivement sur cette petite phrase rigolote française qui est « on ne sait pas quand ça viendra à Pâques ou à la Trinité ». Et comme on était tombé sur Pâques, je me suis amusée à pouvoir tourner sur Pâques et à la Trinité et d'espérer qu'effectivement cette pandémie sera terminée pour Pâques. Merci beaucoup, merci à vous et merci de partager avec nous quelque chose que quand même peu de gens peuvent faire au monde. Et c'est toujours ces conférences de HEC dans lesquelles on a des gens extraordinaires qui viennent partager leur quotidien. Et je vous remercie énormément, professeur Brulard. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.